l'honneur de vous retrouver sur la première tous les dimanches quand il sonne cette heure précise. Voilà. Bonsoir Luc, bonsoir Armel et bien naturellement notre invité qui nous fait l'honneur de nous accompagner dans cette première partie. Et nous allons donc dans cette émission aborder en première partie la délocalisation des conseils des ministres. Des dépenses de trop. On en parle dans un instant. Et puis, des questions de sécurité routière également, nous allons en parler. Et justement, nous allons recevoir sur le fauteuil rouge M. Tadjoudine Derman, directeur des transports routiers et ferroviaires du Togo, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Vous allez bien? Merci beaucoup. Merci de vous asseoir. Super. Merci. Voilà, l'invité s'est installé. Nous aussi, on est prêts. En fait, la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, encore une fois, bonsoir et merci de vous installer. En fait, la Télé 3.0 commence avec, bien naturellement, la même équipe. Luc, bonsoir. Bonsoir Magla. Ça va? Ça va, à la pleine forme. D'accord, tu nous racontes un peu ton week-end. En 2 mots, ça se résume à... Week-end un peu surchargé, il y avait des questions de famille à gérer, ensuite le boulot et l'église. Okay. Maintenant nous voici ici, malgré la fraîcheur. Ok. Armel? Très cher ma gloire. Non, en fait, c'est des propos qui me font un peu rire, mais bon. Ok. Moi, pour une fois, je vais dire la vérité. Non, pas la vérité. Cette fois-ci, ce dimanche, je n'étais pas à l'église. Ok. Parce qu'il y avait une autorité, tu vois, de la place qui fêtait son anniversaire. Donc, je ne pouvais pointer personne. Donc, on y était, c'était grandiose. Donc, Dieu va me le pardonner sûrement. Donc, j'étais là occupé à l'anniversaire de l'autorité ici présente. Okay. De qui vous savez. Ok. Donc, mais ça s'est bien passé. Très bien. On est à Lomé, bon, on se voit, mais on ne se connaît pas. Il y a autorité. Il fallait être présent pour le vivre. Merci beaucoup. On veut plomber. On décide de plomber ses confrères. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci. Armel. Ouais. Et juste à côté de Armel, mais sinon j'allais dire docteur Dechou Yao, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, anthropologue. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, en tout cas, c'est une information, responsable des programmes académiques de Servida Dunedin. Exactement. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Et avec nous donc, sur le fauteuil rouge, M. Tadjoudine Derman, directeur des transports routiers et ferroviaires. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir Magloire. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et le dimanche? Oui, dimanche, tranquille. Sinon, les autres diront Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà. Merci à vous vraiment d'avoir accepté l'invitation. Et on va aborder donc les questions de sécurité routière. Et puis, ben voilà. Merci. Merci beaucoup. Avant donc, nous allons aborder le premier sujet de cette émission. Délocalisation des conseils des ministres. Ça fait déjà des semaines, sinon des mois, qu'on a constaté cette délocalisation. D'abord, Samuel nous plante le décor et derrière, on va essayer de voir si ce ne sont pas des dépenses de trop. Depuis le début de l'année, l'exécutif togolais a décidé de délocaliser le Conseil des ministres à l'intérieur du pays. Plusieurs localités ont déjà accueilli le chef de l'État
et son gouvernement à cet effet dans la région des Savanes et tout récemment dans la région des Plateaux, plus précisément à Kpalimi. Objectif, mener une politique dynamique de proximité, être en contact avec les populations afin de toucher du doigt les projets de développement en cours d'élaboration, notamment en matière de désenclavement, de l'eau, de l'électrification, de l'éducation, de l'agriculture, afin de renforcer la résilience de ses compatriotes. Au-delà de ces objectifs se pose la question des infrastructures dans lesquelles se tiennent ces conseils des ministres. Généralement, l'État n'a pas de locaux appropriés pour tenir de telles réunions dans les préfectures à telle enseigne que des services sont demandés aux prestataires pour la fabrication d'appartements climatisés. Ce qui représente un coût considérable alors que cet argent pourrait servir à autre utilité si le pouvoir public avait des locaux adaptés par exemple au chef-lieu des préfectures. À l'heure où la vie chère est devenue un souci pour toute la population togolaise, avec l'augmentation des prix des produits de première nécessité et du carburant à la pompe, la rationalisation de l'argent public doit être une priorité pour que chaque centime soit utilisé à bon escient pour soulager les peines des populations. Il est vrai que ces conseils des ministres délocalisés sont une manière pour les ministres d'être sur le terrain et de faire prospérer hôtels et restaurants situés dans ces zones, mais c'est également des dépenses supplémentaires qui pourraient servir à autre chose. Le gouvernement en fait de trop. Je laisse Magloire et ses chroniqueurs réagir sur la question. Voilà, très bien. Une politique dynamique de proximité, être en contact avec les populations à la base. En tout cas, l'objectif est tout à fait noble, on va dire. Luc. Oui, je crois qu'il n'y a même pas de débat autour de cette action. Ah, parce d'accord. que le gouvernement est là pour diriger. Et quand on dirige, à un moment donné, il faut aller voir l'action qu'on mène. Est-ce que cette action a un effet? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour répondre aux désirs, aux besoins des populations? Et je crois que c'est dans cette perspective que le gouvernement, du moins le Conseil des ministres, a décidé à un moment donné d'aller vers les populations, de faire le point de ce qui est fait dans ces localités, s'enquérir de ce qui reste à faire et ensuite discuter avec les populations à la base, faire comprendre les projets, les programmes qui sont menés aux populations. Et au même moment, ça permet aussi de donner un coup de pouce à l'économie locale. Quand le gouvernement se déplace comme ça, c'est tout un arsenal qui est mis en branle. Et tout ce qui est dépensé, ça permet à ce que les finances, du moins, il y ait un peu de moyens en faveur de l'économie locale. Voilà. D'accord. Armel partage cet avis de Luc? Non, je ne pense pas parce que la question a été posée dans l'élément. Est-ce qu'en cette période de vie chère, c'est propice de faire ces déplacements à l'intérieur? Dans l'absolu, l'idée n'est pas mauvaise. C'est un peu de sortir du cocon de Lomé, aller vers l'intérieur, peut-être tirer tout le gouvernement vers là, permettre à d'autres personnes des contrées éloignées de peut-être de voir les membres du gouvernement et le président de la République en face. Mais bon, soit, est-ce que ça remplit le panier de la ménagère là-bas? Non. Donc, je pense que l'idée est louable, mais personnellement, je dirais tous les moyens qui sont mis en place pour organiser cela. Peut-être qu'on peut créer une petite commission, voir les cadres de la localité, les mairies, les préfectures, leur allouer ce fonds-là, même si c'est un petit, leur allouer ce fonds-là pour l'exploiter ou bien l'utiliser à autre chose. Ça, c'est d'un. Maintenant, quand le gouvernement se déplace, ça crée une petite économie. Honnêtement, je ne pense pas. Parce que dès que ça finit, quand le président est parti, tout le monde est parti. Oui, je ne vois pas les hôtels font des recettes. Ouais, mais est-ce que les hôtels seuls, les hôtels appartiennent à qui? Parce que quand je parle du citoyen lambda. Donc moi, j'ai soumis la question Désolé, Ahmed, désolé de te couper. Mais quand tu me demandes les hôtels appartiennent à qui, bien sûr que ça appartient au privé. Mais quand un hôtelier, il a engagé des personnes qu'il emploie. Les recettes qu'il fait, c'est qu'il va payer ses agents derrière. Il est appelé à acheter, par exemple, je donne un exemple banal, des légumes, des fruits et tout ça pour faire de la nourriture aux invités qui arrivent. C'est l'économie locale qui prend, je ne sais pas, qui gagne
de ces déplacements-là. Le temps d'un instant, quand je prends le dernier déplacement sur Palimé, le temps de trois... Vous avez une idée du budget? Non, j'ai aucune idée du budget. Ah. Mais le temps de 3 jours, Palimé était le centre du Togo, en fait. Tout le Togo, genre, l'État s'est déplacé à Palimé. Eh bien, quand on voit, Oui, quand on me parle de budget... jusque là, attendez, s'il vous plaît. oui, ok. Quand on parle de budget, il y a un budget défini pour ce genre de trucs dès le début de l'année. D'accord? La loi de finances prévoit tout ça. Maintenant, c'est vrai, il y a la vie chère et tout. Mais quand le gouvernement se déplace, cela ne veut pas dire qu'on a puisé dans d'autres paniers. C'est où on a pris ça? Mais il y a un budget défini, justement, pour chaque chose. Mais c'est le budget consacré à cela qui est exécuté. Justement, ce n'est pas parce qu'il y a un budget pour cela et que la situation est vraiment insoutenable pour la plupart des personnes du pays qu'il faut obligatoirement utiliser ce budget prévu pour ça, pour le faire. C'est pour ça. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu dis la vie chère, d'accord. Je refuse. Maintenant, si le gouvernement ne va pas là-bas, comment est-ce que le gouvernement, par exemple, on reste sur le cas de Palimé, où toutes les routes pratiquement... Attends. Où toutes les routes... Non. Pourquoi tu insistes sur le cas de Palimé? C'est l'exemple le plus récent. Désolé, c'est l'exemple le plus récent. Laisse-moi parler de Palimé, puisque c'est l'exemple le plus récent. Alors, les routes sont quasiment en train d'être refaites là-bas. Si le gouvernement ne va pas au contrôle, qui va aller contrôler? Nous sommes les premiers à tirer sur le gouvernement parce que le gouvernement ne contrôle pas l'action gouvernementale. Est-ce que tout le gouvernement est obligé de se déplacer pour faire ce constat? Attendez, le gouvernement ne s'est pas déplacé seulement pour faire ce constat. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Quand on dit le gouvernement, il y a l'énergie, il y a les infrastructures, il y a les pistes rurales, il y a l'agriculture. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés. Et quand ils arrivent dans ce genre de milieu, chacun joue son rôle, en fait. Et comment l'appelle-t-on? Les autorités locales sont aussi consultées. Et si vous avez bien suivi les images, à un moment donné, le chef de l'État a discuté avec les populations locales. Il a reçu les forces vives de la localité. Il a discuté avec eux à cœur ouvert. C'est là où il a eu le temps de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, il n'y a plus d'intermédiaire, en fait. Voilà. Oui, il n'y a plus d'intermédiaire. Mon cher Et je prends l'exemple d'Apan, où il était là-bas, en période où c'était vraiment chaud avec la sécurité. Il a eu l'occasion de discuter avec les populations, de savoir ce qu'il y a lieu de faire pour permettre aux forces de l'ordre d'endiguer la menace qui planait sur Armel, on va évoluer. Oui. Dans la folie, j'ai dit au départ, je ne suis pas contre l'idée. Oui. Mais est-ce que à la fin... Calme-toi, je ne refuse pas. Est-ce qu'à la fin, cette microéconomie aura un impact réel sur la vie du petit gars qui est à Dapaon? Non. Est-ce que, par exemple, le président qui discute avec ces cadres de la localité pour lui soumettre les difficultés réelles et qu'il voit de ses yeux, est-ce qu'il y aura un suivi? En fait, c'est là où... je pose juste des questions. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais est-ce que c'est parce qu'on a été trop... C'est pas la première fois que le gouvernement se déplace vers l'intérieur. Tu es d'accord avec moi? Le gouvernement a été, je pense, jusqu'à même Dapan. Mais est-ce qu'à leur départ, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Au départ de Dapan, il y a eu un plan d'urgence. Vrai ou faux? Bon, allez, au-delà, Luc... Il y a eu un plan d'urgence. C'est suite à ces consultations qu'il y a eu un plan d'urgence. Luc, au-delà, il y a le manque d'infrastructures pour accueillir par exemple, ce genre de rencontres à l'intérieur. Est-ce qu'il ne faille pas y penser dès maintenant? Parce que quand le gouvernement se déplace, il faut faire des appartements climatisés et ça a un coût. Je crois qu'il ne manque pas d'infrastructures forcément. Il y a des infrastructures, mais partout. Pourquoi ne pas les utiliser alors? Attends, même chez vous, à la maison, quand vous avez un événement grandiose, vous agrandissez l'endroit pour accueillir. Comme ça, l'anniversaire. Voilà. C'est normal. Vous n'allez pas me dire à Palimé le nombre d'hôtels qu'on a à Palimé. Il y a assez d'hôtels qui peuvent accueillir, mais c'est un événement exceptionnel. Donc il faut agrandir, il faut un local aussi, exceptionnel pour accueillir le conseil qui va s'y dérouler. Très bien. Voilà. Je ne refuse pas. Et c'est tout ça qui permet d'ailleurs de créer cette économie dont nous parlons. Monsieur de Tsuyao, je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Votre avis sur cette question? Vous suivez l'actualité comme nous. Oui, voilà. Merci beaucoup, M. Magloire. Par rapport à ce sujet, moi aussi, je considère à mon niveau que c'est une bonne démarche. Ça permet de rencontrer la population locale, de discuter, de voir, de constater, de viser ce qui se passe. Mais je ne peux pas me prononcer là-dessus.
je Non, pense tant que que j'aurais citoyen, une occasion, Oui. 6 mois après, pour me prononcer véritablement. Parce Très bien. que le chef de l'État, il est allé avec son gouvernement, il a reçu les forces vives Oui. et de Palimé. Quand nous parlons de Palimé, tout de suite, c'est 4 préfectures. Il y a la préfecture d'Agou, Oui. la préfecture de Kloto, Oui. de Kpélé et de Daï. Très bien. Et donc, j'ai l'impression que, ou bien, j'ose croire que les forces vives de toutes ces préfectures se sont fait représenter. Voilà. Donc, 6 mois après, nous constaterons ce qui a été fait Donc, par vous donnez rapport 6 mois pour évaluer. pour évaluer Très bien. ce qui est fait sur la question de la route de Lomé, Womé, etc., la route de Daï, etc., et puis la question de terre qui est vraiment épineuse sur le terrain. Donc, je reprends encore ma chose. Après, C'est 6 mois après. Ouais, on prend rendez-vous. Après 6 mois, vous revenez, vous revenez dans cette émission pour nous donner votre avis. Monsieur Tadjoudine Derman, votre avis aussi sur le sujet? Vous étiez... Non, non, non. Ah, ok, Non. très bien. Là, je ne vais pas parler en tant qu'officiel. Je vais parler en tant que citoyen lambda. Citoyen, très bien. Je pense que c'est une bonne initiative. Si l'autorité a décidé d'aller à l'intérieur du pays pour délocaliser les conseils des ministres, c'est comme les uns et les autres l'ont dit, c'est pour quand même toucher du doigt les réalités socio-économiques à l'intérieur et pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour quand même améliorer la mise en œuvre des projets à l'intérieur. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et cela permet également aux populations de savoir qu'elles ne sont pas oubliées par le gouvernement et que le gouvernement pense à elles tout le temps. Très bien. OK. Luc? Non, en tout cas, moi, je trouve que c'est Alors, une bonne vivement initiative, que ça c'est à s'étende encourager. aussi aux autres, Bien sûr, je crois que ça a commencé. Ça a commencé par la région des Savanes. Ouais. Maintenant, on est dans les plateaux. Je crois qu'il y a un schéma. Ouest. Oui. Est, Je ne oui. refuse pas. Quand je dis plateau, ça, ça a commencé en fait. Il y a plusieurs villes. Certainement qu'ils ont un planning bien défini. Justement. Et qu'il y ait un réel impact. Oui, sur- n'oubliez pas, c'est assorti par un séminaire. Et au cours de ce genre de séminaire, les projets sont passés en revue, les programmes sont passés en revue. Qu'est-ce qui a marché, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer au bonheur des populations que nous sommes. Non, espérons vivement que toutes ces doléances, tous ces documents qui ont été soumis au gouvernement ne finissent pas dans un tiroir quelque part. D'accord. Merci. 6 mois après. Oui, Exactement. la nécessité justement de revenir 6 mois après, pourquoi pas peut-être pour inviter un ministre. Voilà. Ouais. Ça serait très intéressant quand même. Ça, voilà. Allez, merci beaucoup à vous et sans transition, on va aller parler de Servida. C'est quoi? Et ça sera bien naturellement avec vous, docteur Dotou. Et Servida, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, Magloire. Servida, c'est un sigle qui se définit comme tel, Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. OK. Dans l'appellation, nous ajoutons Dunedon. Donc ça fait Servida Dunedon. OK. Bon, nous pouvons dire que le Servida, c'est l'un des 3 centres d'excellence de l'Université de Lomé. Ces centres qui s'inscrivent dans les projets de sérieux impact financés par la Banque mondiale. Oui. Voilà. Et vous formez. Et justement, quels sont les parcours de formation que vous offrez au niveau de Servida? Le Servida Dunedon de l'Université de Lomé offre 3 parcours de formation. Très bien. D'abord, nous avons le master. Nous avons 2 masters. Donc, master de recherche aménagement urbain durable et le master études urbaines. Donc, nous avons le parcours de doctorat développement urbain durable avec toute une panoplie de spécialités. Aménagement urbain, planification urbaine, transport, mobilité, économie urbaine, environnement, assainissement, etc. Et nous avons actuellement un master professionnel. Très bien. Que nous appelons prospective territoriale et planification urbaine. Très bien. Et c'est quoi son intérêt? Et son intérêt, en fait, vous savez, lorsque nous parlons de villes durables, on évoque
la ville du futur. Donc, pour avoir une ville du futur, il faut une conception et une planification. Donc, l'intérêt pour ce master prospective territoriale et planification urbaine, c'est de former des professionnels à la matière, capables de concevoir des villes, planifier les villes actuelles et faire en sorte que les villes que nous construisons aujourd'hui soient des villes durables dans le temps. Donc, c'est en quelque sorte l'intérêt de ce master-là. C'est pour aller vers une professionnalisation des travaux liés au milieu urbain. Très bien. Luc? Les étudiants qui sortent de votre organisation jusqu'ici, quel est le sort réservé à ces étudiants? Est-ce qu'ils se sont déjà installés? Quel est leur impact sur la construction des villes, justement, de notre pays? Merci beaucoup. Vous en avez déjà formé cher ami, il n'y a pas encore de promotion sortie totalement de Servida du Nédon. Oui. Nous avons 2 promotions de doctorants, une promotion de master de recherche et bon, des étudiants de master études urbaines. Très bien. Oui. Donc nous nous préparons à accueillir actuellement ceux qui feront le master professionnel. Et justement, qui peut s'inscrire? C'est quoi les conditions? Bon, qui peut s'inscrire? Bon, nous pouvons dire que Servida du Nédon est un centre transversal. Donc, ce centre peut accueillir des géographes, des sociologues, des urbanistes, des architectes, excusez-moi beaucoup, des environnementalistes, des anthropologues, bon, tous ceux qui peuvent œuvrer, n'est-ce pas, dans le domaine de la ville durable. Bon, donc, c'est à l'étude de dossier qu'on peut voir la compatibilité entre ton background et la possibilité de faire ce centre-là. Très bien. Oui. Armel? En fait, ma question concernait le fait qu'une promotion entière n'est pas encore sortie. Mais comment est-ce que le suivi est fait pour ces étudiants, si je peux les appeler ainsi, ces apprenants, pour quand ils vont finir leur cursus, juste se réinsérer ou bien être rentrés dans la vie professionnelle, si on peut le dire ainsi? Merci beaucoup. La particularité du Centre d'excellence régionale sur les villes durables Servida du Nédon de l'Université de Lomé, c'est d'abord les travaux pratiques qui accompagnent la théorie dans les salles. Vous allez remarquer que les étudiants vont rapidement, très régulièrement sur le terrain. Donc, quand ils finissent un cours, ils vont sur le terrain. C'est très récemment, une promotion a été encore à Palimé, l'éternel Palimé. Ah oui, bon. oui. Bon, parce que c'est chez moi. Voilà. Bon, je me défends quelque part. Donc, il y a des activités de terrain. Les professeurs accompagnent les étudiants sur le terrain pour leur montrer de visu ce qui doit être fait de façon pratique. On les exerce. Bon, maintenant, il y a la manière d'évaluer les étudiants. Ce n'est plus toujours de voir sur table, etc. On les envoie sur le terrain, faire des recherches, venir présenter les rapports qu'on corrige, et puis des activités de groupe auxquelles on les initie. Et puis, il y a certains séminaires que nous appelons des formations de courte durée qui leur permet d'acquérir certaines capacités et compétences en la matière. Les candidatures sont déjà ouvertes ou pas? Les candidatures pour... Oui. Nous avons déjà clôturé pour le master de recherche et le doctorat. Actuellement, c'est les candidatures du master professionnel territorial et planification urbaine que nous recevons. Donc, c'est en cours actuellement et on en a jusqu'au 5 octobre pour clôturer. Oui. Entre ces 2 masters, master de recherche et master professionnel? Merci beaucoup, cher ami. Et quand on fait un master de recherche, c'est pour continuer vers le doctorat. C'est le premier objectif, en fait. Master de recherche, donc tu as tous les ingrédients possibles pour t'inscrire en thèse de doctorat. Mais quand c'est professionnel, que tu sois professionnel et technicien rodé à la matière. Apte à travailler en même temps. Apte à travailler en même temps. Donc, notre master professionnel
va permettre aux gens... Nous sommes aujourd'hui dans la décentralisation. Ouais. Dans cette dimension de décentralisation, il faut des techniciens du terrain qui planifient, qui voilà. organisent, qui font des analyses prévisionnelles. Pour rendre plus vivable, viable et durable, Wow. n'est-ce pas? Allez, très bien. Merci. Donc, on retient que les candidatures sont donc ouvertes jusqu'au 5 octobre prochain. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé. Sinon, en conclusion. Bon, en conclusion... Je sens que vous avez encore des choses à dire. Hein? Mais puisqu'on se retrouve dans 6 mois, oui. on réserve ça. Bon, en conclusion, j'aimerais d'abord féliciter les autorités togolaises pour les efforts qu'ils fournissent en matière de la formation, et surtout la particularité de l'université de Lomé, avec le ministre Kokoroko, président de l'université de Lomé et son équipe dirigeante, etc. Ils fournissent des efforts assez louables. Pour ce qui concerne notre centre, nous pensons que aujourd'hui, nous vivons une vie urbaine accélérée. Oui. Il y a l'étalement urbain, la fourniture, n'est-ce pas, des services en milieu urbain. Donc, il faut des gens formés pour répondre, n'est-ce pas, à ce besoin-là. Et donc, notre master professionnel, là, constitue un cadre idéal. Donc, que les maires... les parents envoient, n'est-ce pas, leurs enfants et surtout leurs collaborateurs, des maires, etc., pour faire cette formation-là. C'est très important. Très bien. C'est très important, mesdames. Merci beaucoup à vous, docteur Dotou Yao. Je rappelle enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Vous êtes anthropologue et responsable des programmes académiques de Servida Dounédan. Merci d'avoir été avec nous. Et on se dit dans 6 mois. Voilà. Merci beaucoup. Et derrière vous, on va recevoir un autre invité. Voilà, retour sur le plateau, toujours avec Luc Armel et notre invité sur le fauteuil, M. Tajoudine Derman. Et à présent, on accueille Mme Anne-Néné Konali Constance, responsable marketing, communication à l'école des cadres. Vous venez là éclairer mieux ce plateau. Super, merci beaucoup. Ah oui, ou bien. Ah, voilà. Super. Vous voulez bien nous présenter l'école des cadres que vous représentez sur ce plateau? Et d'ailleurs, l'école des cadres qui nous accompagne. On s'applaudit? Voilà. Merci. Je vous remercie. L'école des cadres est une institution de formation supérieure. Elle forme dans les filières tertiaires, donc en gestion, en communication, en commerce et en gestion logistique. L'école des cadres offre des formations en BTS, en licence et en master. Très bien. Voilà. L'école des cadres. Et comme son nom l'indique, vous formez des cadres. Oui, nous formons des cadres. Voilà. Très bien. Luc? Pourquoi venir à l'école des cadres? Pourquoi vous? Pourquoi pas les autres? Ah oui. Pourquoi choisir forcément l'école des cadres? Moi, je suis un nouveau bachelier. Pourquoi est-ce que je dois venir chez vous au lieu d'aller ailleurs? Ah oui, si vous êtes un bachelier, vous devez venir chez nous parce que l'école des cadres fait de la qualité. L'école des cadres est une institution qui ajoute de la gestion de projet à sa formation à tous les niveaux, sauf au BTS. C'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez à l'école des cadres, vous avez en licence et en master, vous devez forcément soutenir un projet. Ce qui vous permet de faire quoi? Même si vous ne trouvez pas du travail dans l'administration ou ailleurs, vous pouvez créer votre propre entreprise. Voilà, c'est ça. Donc, ils font des projets de création d'entreprise, ils font des projets d'accompagnement et des projets de, comment on va dire ça, de développement d'entreprise. Voilà. Très bien.
Madame, quel accompagnement l'école des cadres apporte à ces projets qui ont été rédigés par les étudiants? Bon, l'école des cadres ne finance pas les projets des étudiants, ça c'est sûr. Non, on est d'accord. Ils s'attendaient à ça. Oui. Mais nous les accompagnons comment est-ce qu'on dit ça? Pas à la réalisation du projet, mais techniquement, on va oui, dire. de façon technique. Mais après, oui, lorsque les étudiants finissent de soutenir leur projet, on invite quand même des gens qui, lorsque le projet est viable, leur permettent quand même de pouvoir voilà, les exécuter. Entre ces étudiants et les hommes d'affaires ou institutions qui peuvent financer le projet. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Au-delà de tout ça, oui, si tu le permets, Magla, vas-y. quelles sont les facilités que vous offrez à vos étudiants pour qu'ils puissent continuer leurs études chez vous? Comme un nouveau bachelier, si pour les filles et les garçons, lorsque vous avez un bac avec mention bien, très bien, nous vous octroyons automatiquement des bourses. Mais en ce moment, nous organisons des bourses, un concours d'octroi de bourses pour ceux qui n'ont pas eu mention bien, assez bien. Donc, ils passent le concours et à l'issue de ce concours, on leur octroie des bourses pour pouvoir permettre quand même aux parents de payer la scolarité. Le coût de formation annuel chez vous, c'est... Bon, vous n'êtes pas obligé de dire, hein? D'accord. Ok, bon, je savais. Oui, voilà. Oui. Ma question porte toujours sur les étudiants qui viennent de finir, de soutenir, ainsi de suite. Est-ce que vous apportez un soutien ou bien vous les dirigez vers des institutions ou bien des sociétés qui peuvent les prendre en stage pratique pour la rédaction de leur mémoire ou ainsi de suite? Bien sûr. Lorsque les étudiants finissent on a les résultats, par exemple pour les BTS, on leur donne des, comment est-ce qu'on dit, des demandes de stage qu'ils adressent aux entreprises. Mais vous savez, si je dis ici, oui, on trouve des stages à tout le monde, ça sera de la démagogie. Très bien. D'accord? Donc, nous envoyons les meilleurs en entreprise parce que nous avons quand même des entreprises partenaires vers qui nous envoyons des étudiants. Nous, on vous envoie les meilleurs. Les meilleurs. En entreprise. Très bien. Et maintenant, les autres, on leur remet des demandes de stage pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Maintenant, en stage, les étudiants, il y a la plupart, au moins 95% sont retenus parce qu'ils sont efficaces, ils sont dynamiques, et ils sont bons. Très bien. Allez. Les inscriptions ont commencé. Oui, les inscriptions. Ça va s'arrêter quand? C'est quoi les conditions? Bon, vous savez, nous avons 3 niveaux. Donc, les inscriptions commencent avec les BTS et les licences. Donc, depuis le mois d'août, elles continuent jusqu'à fin octobre. Et les licences au niveau, c'est-à-dire en 3e année, leurs inscriptions ont commencé aussi et ça finit vers le mois de novembre. En fin novembre, ça finit. Très bien. Et la rentrée pour les premières années licence et BTS est fixée pour le 10 octobre. Les deuxièmes années, eux, ils vont commencer déjà le 26 septembre. Et les masters, ça sera en fin novembre. Très bien. Vous avez un contact pour ceux qui veulent continuer par s'informer? Bien sûr. Okay. Pour le téléphone fixe, c'est 22 50 86 47. Vous avez dit 22 oui. 50 86 47. Et pour l'autre oui. Pour l'autre. Pour l'autre. D'accord. Pour l'autre, c'est 93 30. Et 30. Ah, attendez, il est en dérangement. Oui, il ne faut pas que. C'est 37 30 54. Vous avez dit 93 30 37 30 54.
attention. 37, 30. Ok, 37, voilà, 30, 54 54. pour l'autre. Donc, oui, pour l'autre, voilà. Je récapitule, le 22, 50, 86, 47, Oui. si j'ai bien noté. Oui. Le 93, 37, 30, 54. Oui, c'est ça. Madame Annonene Konali. Oui, c'est ça. Constance. Constance, oui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en Ça a prie, été un plaisir. c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Alors, on revient sur le plateau avec un autre invité à présent, mais il est artiste et il s'appelle Président Bodjo, artiste, comédien, humoriste, bilingue. Voilà. Donc, il le fait en anglais et en français. On l'accueille. Voilà. Bonsoir, Président Bodjo. Bonsoir, Monsieur Magloire. Vous allez bien? Trop bien même. Ah, super. On est très heureux alors. Oui. Merci d'être là sur ce plateau. Oui. Et comme nom d'artiste, Président Bodjo. Bodjo. Oui. Artiste, comédien, comme je l'ai dit, humoriste, Oui. bilingue. Oui. Effectivement. Oui. J'utilise le français et Oui. l'anglais. OK. Oui. Ah, et il n'y a pas Mina dans ça? Il y en a aussi. Ah, bon, donc Ça là, dépend des conditions. on quitte. Hein? Trilingue. Bon, s'il parle qu'à bien. Un peu. Un peu? Attends, Bon, donc donc ça fait folingue. Voilà, et quels sont les sujets que vous abordez souvent dans... Oui, moi, je m'inspire des mots dont souffre la société. À la base, vous êtes enseignant aussi. Je suis enseignant, je suis Oui. professeur d'anglais et français. Voilà. Donc, je m'inspire des mots dont souffre la société pour préparer mes gags, c'est-à-dire mes Oui, les gags, oui. mes gags. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, si vous permettez, peut-être avant, ils brûlent d'impatience là, Armel et Luc. On va regarder un extrait. Sans problème. Très bien, on y va. Togolais, Togolais, terre africain, africaine. Moi, président Zimo, le premier président démocratiquement élu par applaudissement. Je lève la main gauche et je jure. Oh, pardon. Je lève la main droite et je jure de ne dire que de la vérité, rien que de la vérité. Si tout ce que je dis est bon, que Dieu me laisse continuer. Mais si tout ce que je dis est mauvais, que Dieu me barre la route. Togolais, Djeboué, ils seront jaloués. Président Djeboué, ils seront jaloués. Tous ceux qui n'aiment pas le Togo, tous ceux qui n'aiment pas son président, tous ceux qui aiment la corruption, tous ceux qui aiment le détournement. Vous les hommes, je m'adresse à vous. L'homme qui maltraite la femme, l'homme qui n'entretient pas la femme, l'homme qui brutale la femme, l'homme qui méprise la femme. Togolais débrouillés, ils seront jaloués. Président débrouillé, ils seront jaloués. Mais finalement, Palimé a l'honneur cette soirée dans notre émission. Effectivement. Ces images ont été tournées à Palimé. Tout a été fait à Palimé. Ah. Oui. Ok. Donc, je prépare actuellement un album. Ah, super. Oui. De 9 Et titres. vous le faites toujours en chanson? Non. OK. Et cette chanson résume tout ce qui a été fait tout ce qui a été dit dans les gags. OK. Oui. OK. Donc, ça fait 8
je suis dans le One Man Show. Oui. Donc ça fait 8 petits sketchs, plus la chanson. Ah, très Voilà. bien. Est-ce qu'on a un sketch Non, non, de non. position? Ok, on aura l'occasion alors de montrer ce que vous savez faire justement dans ce domaine-là et en passant quelques gags dans nos prochaines émissions. Luc? Il est président de l'association de village. C'est ça que tu cherches? C'est important. Président. Ça, Bon, monsieur, attends, il y a après. l'orthographe. Attends, il y a l'orthographe de son président. Il faut préciser. De quel président? Moi, je suis le premier président démocratiquement élu par applaudissement. Ah. De quel pays? De quel pays? Ben, de tout le monde entier. C'est mieux. Quand on dit premier président démocratique. Déjà, quand il a été démocratiquement élu, j'ai eu. Bon. Je ramassais déjà même. Tout le monde est élu démocratiquement. Bon, oui. Non, en fait, j'ai eu dit que vous êtes enseignant. Je suis enseignant. Oui, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier cela? Et comment est-ce que, par exemple, vos apprenants qui vous suivent en train de faire des gags peuvent vous prendre au sérieux quand vous donnez le cours? Voilà. Vous savez, quand on est devant les enfants, on a un autre manteau. Voilà, un autre Là, manteau. vous affichez notre visage. Voilà. Parfois, il faut animer. Ouais. Donc, je raconte, ou soit je demande qui peut me raconter une histoire drôle, juste pour... Et vous vous inspirez aussi d'eux, hein? Effectivement. Ouais. Rapidement. C'est normal. Sans payer les droits d'auteur. Qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Il vit de l'hôtel. Il vit Il vit de l'hôtel. Non, non, pas vide. Vie de Ok, l'hôtel. d'accord. Pas vide de l'hôtel. Ok. Non, vie de l'hôtel. Oui, mais si, par exemple, vous tombez sur un élève comme moi, quand j'étais étudiant, et quand j'étais élève, et que je sais que vous racontez des blagues, je ne vais jamais... à chaque fois, même quand vous êtes sérieux, ça va être un peu difficile de faire la part des choses, je pense, hein, de mon point de vue. Alors, moi, ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous mettez votre passion au profit de l'enseignement. Vous savez, c'est depuis le cours primaire que j'avais commencé ceci. Donc, arrivé au lycée, j'ai intégré la troupe carré jeune. Donc, après, Badouassi et moi, on a commencé par... Pour des raisons de service. Oui. Donc, on n'est plus ensemble. Maintenant, j'ai pris mon chemin. Voilà. Voyez-vous, quand nous arrivons, lors de mes interventions en classe, j'essaie d'observer les élèves. J'essaie de les observer. Parfois, tu poses des questions. La façon dont l'élève répond, déjà, ça me pousse à réfléchir. Parfois, l'élève a des problèmes à la maison. Sa manière de réagir me pousse aussi à repréparer mes gags. Ouais. Voilà. Très bien. Très bien. Monsieur Derman, vous nous suivez depuis le début. Comment vous le trouvez, l'artiste? Pas l'enseignant, hein, l'artiste. Il est bien. Il y a aussi un côté original dans ce qu'il fait. Bon, il y a l'aspect traditionnel aussi, qui est vraiment très important. Et souvent, bon, il profite aussi de ces occasions pour dire certaines vérités qu'on ne peut pas dire. Donc, je pense que c'est... il faut les encourager. Très bien. Voilà, et tous les artistes togolais d'ailleurs. Super. Merci. Voilà, donc bientôt la rentrée, vous y préparez. Correctement. Et au même moment, vous préparez aussi d'autres gags. Et oui, oui. Allez, super. Et vous avez déjà fait certaines scènes, certaines grandes scènes Oui, dans le temps, déjà, c'est à partir de 99, j'avais participé à l'émission Télé Loisirs, ici. Oui. Après la première édition Miss Campus 99, oui, on parlait des congrès. Bon, ok. Non, il y a plein de oui. Et il y a Fesmoukak 2004 à Baguida. Et plein de formations dans le domaine. Très bien. Oui. Aujourd'hui, vous êtes prêts à répondre à n'importe quelle invitation? Un peu partout dans le monde entier. Allez, super. Et pour cela, on va laisser des contacts. Oui. Partout, besoin sera. On va laisser des contacts. Oui. 97, 19, 85, 44. Très bien. Simple. 97, 19, 85, 44. Oui.
On a oublié de dire quelque chose? Oui, on a oublié. Allez-y. Et c'est, au fait, c'est l'autoproduction. Oui. C'est mon nouvel album qui est en pleine gestation. Bientôt, ça m'a pris 5 ans 5 ans pour le préparer. pour le Voilà. préparer. Donc, d'ici peu, Il sera dispo. dispo. Oui. Donc, vous irez sur le marché de YouTube. Vous aurez quelques extraits là-bas. Voilà. Mais le mieux, c'est d'avoir ceci. De la voix, voilà, l'album complet. Ouais, complet. Voilà. Et mon manager est parti aux États-Unis. Je suis devenu orphelin. Oh là C'est là. l'occasion à moi de lancer un appel à ceux qui sont dans le domaine Ouais. de s'intéresser à moi en matière de management pour pouvoir... Il est bon, Luc. Bon, Voilà. Là, je profite de l'occasion aussi pour vous offrir... oui. très bien, merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà. Merci à vous. Voilà. Président Dimo, anti-stress. Voilà. Oui, le titre de l'album, c'est Anti-stress. Anti-stress, voilà. Lorsque vous êtes stressé, essayez de suivre de serait-ce un petit gag. Ouais. Fier, c'est parti. Voilà. Voilà. Allez, merci beaucoup. Ça sera certainement votre mot de la fin. Ou, Oui, allez-y. je tiens sincèrement à vous remercier. Merci beaucoup. J'étais très content quand j'avais reçu l'invitation. Ouais. Hyper content. Merci. Donc, je reviendrai. Ça a été un plaisir pour nous, en tout cas, de Merci vous avoir. beaucoup. Oui, vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. Voilà. Merci. Non, pas dans 6 mois. Allez, merci. À vous, Président Bojo, artiste, comédien, humoriste, bilingue. Voilà, merci. Et bon retour. Et derrière lui, on reçoit rapidement un autre invité. Et après, on va parler sécurité routière avec notre invité spécial. Et n'oubliez pas, le coup de gueule de Armel, dans un instant. Alors, retour sur le plateau pour la suite de cette émission. Et on reçoit maintenant M. Raphaël Misséou, chargé de marketing et recrutement au niveau de LBS. Monsieur Raphaël Misséou, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Bon, Ça dépend. on ne s'est pas vu depuis le matin. Bon, je voulais. Ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Chargé marketing et recrutement À Lomé Business School. à Lomé Business School. Et justement, vous êtes là pour nous faire un petit récap, on va dire. Oui, On va un passer petit, dans- voilà, un petit récap du passage de Lomé Business School à la TVT. Ouais. Donc, on était venu au prime abord pour parler un peu de nos partenaires internationaux, voilà, en France et en Irlande. Donc, après, nous étions venus pendant le séjour linguistique, Ouais. quand nous revenions d'Accra et autres. Donc, aujourd'hui, je suis là pour parler un peu de l'insertion professionnelle toujours, parce que c'est très important pour nous les jeunes maintenant de pouvoir faire une formation qui est en adéquation avec ce que vous voulez faire plus tard. Ouais. Voilà, donc il y a un panel qui se fera le 24. Le 24 de ce mois. Voilà, le Très 24 bien. septembre, où il y aura M. Gabriel Martin, donc Business Development Manager de Orange Bank Zone Afrique, voilà, qui sera là parmi nous pour développer un peu c'est quoi la FinTech. C'est-à-dire, quand on parle de FinTech, vous avez tout ce qu'il y a comme T-Money, Flouz, Orange Money. En Occident, par exemple, c'est tellement développé que vous pouvez même faire des prêts directement, pas besoin d'aller faire une queue à la banque. Tout est traité en ligne et puis rapidement. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, vous avez dit le 24, hein? Voilà, exactement. Oui, OK. Luc? Alors, vous avez parlé de ces métiers d'avenir que vous voulez promouvoir. Quels sont ces métiers? OK. Bon, vous avez déjà il y a la FinTech dont je parlais tout à l'heure. Parce que, bon, quand on parle d'entrepreneurs, tout ça, bon, on a tendance à voir directement le domaine de l'agroalimentaire, tout ce qui est un peu déjà, quoi. Mais on n'arrive pas à voir au-delà. Depuis qu'il y a eu T-Money et puis Move, bon, on n'a pas vu un jeune vouloir se baser sur les modèles de l'Occident, par exemple, pour créer encore de nouvelles applications. On parle d'intelligence artificielle. Voilà, il y a des petits... Bon, déjà chez nous, il y a des étudiants qui créent des maisons intelligentes. Il y a des maquettes déjà, ils le présentent durant nos 2 journées intello. Voilà, tout ça, c'est à promouvoir, en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui. Amen. Non, est-ce que
le chargé de com, c'est ça? Chargé marketing. Chargé marketing, voilà. Le chargé marketing de recrutement peut nous dire par rapport à cette nouvelle année rentrée et académique qui s'annonce. Ok, déjà nous avons commencé les processus d'admission parce que déjà chez nous à Lomé Business School, avant d'intégrer l'école, on fait un test d'entrée. Donc on fait un test d'entrée, après il y a un entretien. Tout cela nous permet de savoir un peu ce que, bon, la personnalité de l'étudiant. Parce qu'il y a certains étudiants juste après le bac, ils ne savent pas trop quoi faire, c'est un peu du suivisme. Mon ami a fait marketing, moi aussi je fais du marketing, ou ça c'est de la logistique. Donc on fait un petit test après un entretien avec nos partenaires, nos différents partenaires, pour savoir c'est quel modèle il est et qu'est-ce qu'il peut faire. Donc on le conseille avant d'intégrer vraiment pour te dire, bon voilà maintenant confirme, tu es étudiant. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Peut-être nous rappeler brièvement la tenue de l'événement du 24, c'est ça? Oui, avant de conclure. Donc, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Donc, pour les inscriptions, il suffit juste de contacter le numéro de l'école, donc qui est le 91 73 44 26. Voilà, donc vous appelez sur ce numéro, bien vous 91 73 44 26. Très bien. Voilà, donc vous appelez sur le numéro, bien vous envoyez juste un message WhatsApp. Donc déjà, il faut savoir, ça aura lieu à 10 h. Et bon, à la fin, il y a un cocktail qui est offert. Ah, j'attendrai la fin pour arriver. Je viendrai juste à la fin. Voilà, le meilleur pour la fin. Oui, voilà. Allez, très bien. Monsieur Raphaël, vous restez avec nous. D'accord. Vous restez avec nous pour la dernière minute de cette émission. On va aborder la deuxième partie maintenant avec notre invité spécial. Ce sera juste après ceci. Bien, avant l'invité, l'invité permettra. Le coup de gueule de Armel. Armel, oui, c'est important. Ah, voilà. C'est quoi l'importance de ce coup de gueule? Je n'en sais rien. Armel? Mon cher Magloire, c'est avec amertume, honte, tristesse et colère que j'ai suivi sur les médias d'un pays de la sous-région. Non, d'un pays frère, la Côte d'Ivoire. Bon, ok. Un pays frère qui est la Côte d'Ivoire. Un compatriote, que je ne vais pas dénommer, parce que personnellement, je ne le connais pas, qui a pris sur lui de, je ne vais pas mâcher les mots, de descendre la Miss Togo, qui est une personnalité publique, qui représente une ambassadrice de nous tous, Togolais. Donc, je pense que cet individu, je vais l'appeler ainsi, qui a manqué de fierté nationale, d'abord. Parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le lève sale se lave en famille. S'il avait fait sur un plateau ici, soit, c'est son point de vue, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais il a manqué de fierté nationale, de tact, d'intelligence, et il a été vraiment irrespectueux vis-à-vis de nous tous. Nous tous, presque 7 millions de Togolais, ou 8 millions de Togolais. Donc, moi, pour ma part, je ne sais pas ce qui a motivé sa sortie médiatique. Peut-être dans cette optique de toujours faire du buzz. Mais faire du buzz pour du buzz, ça crée un autre bad buzz un jour. Donc, à sa place, je ferai peut-être une déclaration publique pour peut-être m'excuser. Il a ses raisons. Mais je suis tout à fait très choqué. Parce que je ne pense pas qu'un Ivoirien viendra ici descendre un autre Ivoirien. Impossible. Je ne pense pas qu'un Ghanéen viendra ici descendre un autre Ghanéen. Et je peux en citer. C'est un peu ça le propre du Togolais. Finalement, oui. Luc, c'est triste, mais il faut quand même le dire. Dire même c'est triste, je crois que c'est un peu trop doux. S'il y avait un mot plus fort, c'est ce que j'utiliserais à l'endroit de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais désolé. Désolé. Attendez. Oui, je suis d'accord, on n'est pas pour la violence, mais ce qu'il a fait là, c'est incompréhensible en fait. C'est Coco d'épée. Je ne le connais pas personnellement, oui. Je le vois parce que beaucoup sur TikTok et tout. Personnellement, je ne suis pas sur TikTok, mais je le vois quand les gens partagent et tout. Mais à mon humble avis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, lui-même, c'est un TikToker, voilà, très renommé au Togo. Et quand il y a un truc qui ne va pas, oui, puisque beaucoup le connaissent, quand il y a un truc qui ne va pas, mais il peut appeler le comité Miss Togo à en parler. Il peut soumettre des doléances.
S'il y a quelque chose qui ne va pas, je crois que la Miss, c'est la plus accessible de nos Miss que nous avons eu jusqu'ici. Elle est très facile d'accès. Au-delà, c'est les propos tenus Oui, mais qui choquent. Voilà. Comment est-ce que toi, tu peux aller montrer ta maison de la main gauche? Ça ne se fait nulle part. Non, ça se fait nulle part. Carrément salir sa maison. Oui, parce que dans ça ses se fait propos, nulle part. j'ai revu la vidéo tout à l'heure, il disait même que c'est une fille qui vient de la masse. Un peu comme si lui, il est de la bourgeoisie et qu'on a pris une fille de prolétaire. Et... Malheureusement, c'est un concours, c'est un concours. Elle a été élue. Malheureusement, souffrez qu'on le dise, il y a beaucoup de Togolais qui le font. Et c'est vraiment dommage. Monsieur Derman, je ne sais pas si vous avez vu, parce que la vidéo, elle circule. Est-ce que vous l'avez vu? Même si vous ne l'avez pas vu, le fait, il est là. Bon, je n'ai pas suivi vraiment l'actualité. Je ne suis pas branché TikTok non plus. Bon, donc, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que je n'ai pas suivi ce qu'il a réellement dit. Donc, Bien sûr, on dit on ne montre jamais sa maison. C'est un comportement indigne, c'est un comportement à condamner. Et Togolais que nous sommes, c'est vrai, nul n'est parfait. Est-ce que dans cette situation, je vous pose la question, est-ce que le comité peut réagir? Ou doit réagir? Bien sûr, le comité doit réagir. Le comité doit, voilà. Le comité doit réagir. Une plainte doit attendre. On peut même la signer. On peut même la signer. Je pense qu'il y a ce genre de situation qui se présente où, dans ce cas de figure, c'est le comité qui doit porter plainte, frapper fort pour redresser les autres. Parce que les gens essaient de mélanger un peu les réseaux sociaux et puis la réalité, à tel point qu'ils ne contrôlent même plus ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Oui. Et quand maintenant les conséquences arrivent, voilà, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer ou bien ils sont là à demander pardon sur les réseaux sociaux. La vie entre les réseaux sociaux et la réalité, c'est carrément autre chose. Aujourd'hui, tout est réglementé. C'est contrôlé. Vous ne pouvez plus prendre votre téléphone et rapporter du n'importe quoi sur quelqu'un. Allez, merci beaucoup à toi, Armel, pour ce coup de gueule. Et on va suivre ça et on verra bien comment ça va se terminer. Voilà. Oui, clairement. Merci. Maintenant, l'invité est à vous. Voilà, très bien. Monsieur Derman Tadjoudine, je rappelle, vous êtes le directeur des transports routiers et ferroviaires. Il n'y a pas très longtemps, le ministère en charge de la sécurité et celui des transports ont dressé un bilan. Le bilan sécuritaire sur nos routes, il est alarmant. Quelle analyse vous faites en tant que directeur des transports routiers? C'est vrai, récemment, les ministres ont fait un point de presse pour partager avec, en tout cas, toute la population, les chiffres relatifs aux accidents de la circulation routière. Le bilan n'est pas très fameux. Il a été dénombré au cours du premier semestre 2022, environ 347 tués sur nos routes et un peu plus de 3800 blessés. Donc c'est une situation qui est vraiment alarmante. Et les ministres ont profité de l'occasion également pour rappeler les usagers de la route à plus de prudence pour pouvoir réduire un tant soit peu les accidents de la circulation routière. Oui, c'est l'idéal, mais le constat, c'est que à chaque bilan, eh bien, le taux augmente. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Bon, en termes d'augmentation, c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même réussi à un peu stabiliser les chiffres. L'idéal, c'est d'avoir 0 mort sur nos routes, mais on sait que 0 mort, c'est vraiment une utopie. Voilà. Mais il faut faire tout pour pouvoir réduire les accidents de la circulation. Et au regard des chiffres, on a vu quand même, on a constaté que près de 9 accidents sur 10 est dû au facteur humain, notamment l'excès de vitesse. Vous avez les dépassements défectueux, les refus de priorité, le téléphone au volant et le non-respect des feux tricolores, qui sont entre autres vraiment facteurs de risque qui causent les accidents. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour pouvoir notamment sensibiliser les usagers de la route. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est de leur responsabilité individuelle d'abord, avant d'être collective. Voilà, quand on sort le matin
notre prière, c'est de revenir sain et sauf à la maison le soir. Donc, il faut adopter de bons comportements civiques et responsables sur la route afin d'éviter les accidents. Très bien. Luc? Alors, vous avez cité tout à l'heure les facteurs de ces accidents-là et vous avez aussi fait un clin d'œil aux actions menées derrière pour atténuer ces facteurs-là, l'effet de ces facteurs. Maintenant, je voudrais savoir, la sensibilisation, oui. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à un autre niveau? D'arrêter de continuer par sensibiliser les gens qui ne veulent pas écouter. Le deuxième point. Faire intervenir le bâton? Oui, pourquoi pas. Le deuxième point. Il y a eu quelques années, on a parlé de l'alcotest. À peine ça fait quelques mois, ça a quasiment disparu. Parce qu'il faut sortir les week-ends à partir de jeudi ou vendredi pour voir comment les gens roulent. Souvent, le lundi matin, pour ceux qui partent tôt, les lundis matins, c'est avec amertume qu'on voit les voitures casser nos poteaux électriques. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'alcotest est toujours de rigueur ou pas? Oui, l'alcotest est toujours utilisé. Il est vrai que quand avec la Covid, on avait un peu réduit son usage. Je pense que maintenant, on a repris les tests pour mesurer le taux d'alcool dans le sang. Voilà. Mais c'est des tests aléatoires. On ne peut pas systématiquement arrêter tout le monde pour faire des tests. Donc, de manière aléatoire, oui, mais justement, pourquoi on ne peut pas soumettre tout le monde à ce test? Non, pratiquement, oui. Dans la pratique, ce n'est pas possible. C'est une période, par exemple, le week-end, comme je l'ai dit, il y a des axes où on sait que forcément, excusez-moi le terme, les soulards passent par là. Et qu'il y a surtout des dégâts. Okay. Bon, en réalité, dans la pratique, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas arrêter tout le trafic pour faire des tests systématiques sur tous les conducteurs. Donc, même lors des contrôles, c'est de manière vraiment aléatoire qu'on fait des tests sur certains. Donc, je pense que c'est vraiment un point aussi crucial parce qu'il y en a qui prennent l'alcool jusqu'à un degré donné. Bon, malheureusement, c'est comme un cercle vicieux, puisque celui qui boit jusqu'à atteindre un degré, il se croit lucide, alors qu'il ne l'est plus. Donc, il faut que ce soit ceux qui sont autour de lui qui l'empêchent de prendre le volant. C'est quand il a vu qu'il conduit bien. Il conduit bien. Il ne doit pas arriver à cette étape aussi où le barman ne doit pas laisser quelqu'un qui est déjà saoul. Au moins, il a... Non, attendez. Oui, non, attendez, oui. s'il vous Luc, interférer dans son business. Non, attendez. Luc, fini. À partir du moment où tous ceux qui boivent sont majeurs. Oui, je ne refuse pas. Oui, fini. Oui. Souvent, on a l'habitude de nous comparer à d'autres pays. Ne nous comparons pas seulement quand ça nous arrange. Quand il y a de bonnes choses qu'on peut apprendre, il faut copier. Oui. Sous d'autres cieux, quand tu sais que le client qui est venu boire, il faut qu'il soit en santé pour revenir demain. Pour revenir, oui. N'est-ce pas? On est d'accord. Quand il boit et tu es conscient que lui, là, il ne peut pas tenir le volant, tu peux l'aider. Tu lui dis non. Tu peux appeler, peut-être prendre son téléphone, appeler un membre de sa famille et tout ça. Allez, c'est faisable ou pas, monsieur le directeur? Bon, ça, c'est la vigilance de ceux qui sont autour, comme il a dit. Bon, le barman ne connaît pas forcément qui est conducteur ou pas. Ce n'est pas uniquement les conducteurs qui viennent. Bon, à l'époque où les jeunes, quand ils sortent pour aller boire, vous allez voir que celui qui tient le volant, lui, ne boit pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas... il faut vraiment faire ce suivi-là. C'est vraiment... Bon, il y a sa première préoccupation qui n'a pas encore été prise en compte. Sensibilisation, oui. Elle est continuelle en fait. On ne peut jamais arrêter de sensibiliser. On sensibilise toujours. À côté de la sensibilisation... Mais là, à côté, il faut quand même aussi les sanctions. Et les sanctions, quand même, elles sont de mise. C'est les forces de sécurité qui font le contrôle. Par rapport aux infractions, il y a des amendes prévues, il y a des sanctions. À un moment donné, on ne va pas diminuer un peu les négociations parce qu'on a l'impression qu'il y a trop de négociations. C'est ce qui fait que ça continue. Bon, récemment, lors de... Négociations entre qui? Sois clair. Il a compris. Lors du point de presse, le ministre de la Sécurité a été quand même ferme là-dessus. Les instructions ont été données pour que les forces de sécurité soient vraiment plus fermes
vis-à-vis des infractions qui sont commises dans la circulation routière. Dans la circulation, voilà. Donc, il faut toujours sensibiliser. Non, Armel d'abord. Est-ce que les routes ne font pas partie des facteurs d'accident? D'accident. Bon, Armel, oui. L'état des routes. Ok, ne font pas oui. partie des... On laisse le directeur répondre et puis... Bon, depuis quand même une décennie, le gouvernement togolais a investi beaucoup de ressources afin de pouvoir réhabiliter nos routes. À Lomé? Non, au Togo. Au Togo et à Lomé. Non. À Lomé, d'accord. Mais... Non, mais il faut dire aussi que sur... Palimé, par exemple. Comme d'habitude. Il y a des travaux. En 2012, on était à un linéaire de 1800 km de route. Aujourd'hui, Fin 2021, on est à 2130 km de route. Très bien. En 2012 également, on était à pratiquement 39% de routes en bon état. Actuellement, on est à 46% et on espère atteindre les 50% d'ici fin 2022. Très bien. Donc, c'est vraiment des efforts louables qui sont faits. Oui. Le constat aussi qui a été fait également, c'est que nos routes sont vraiment encore maintenant trop bonnes. Ce qui fait que les gens maintenant font l'excès de vitesse. Ils font l'excès de vitesse sur les routes. Je pense que c'est le lieu également d'appeler les usagers de la route à plus de prudence. À titre illustratif, lorsqu'il y a un accident entre un véhicule et un piéton, par exemple, les chances de survie, à 30 km/h, le risque de décès est de 2%. Mais dès qu'on monte à 50 km/h, le risque de décès passe à 10%. Mais quand on monte à 70 km/h, le risque de décès passe à 50%. Mais à partir de 80 km/h, c'est vraiment fatal. D'où l'importance des dos d'âne. Bon, on ne peut pas aussi toujours mettre des dos d'âne partout. Récemment, le gouvernement a adopté un décret fixant d'application de la loi portant code de la route. Et il est prévu quand même la prise de l'arrêté limitant les vitesses. Et il y a les radars également qui ont été acquis pour pouvoir contrôler les vitesses. Super. Voilà, et Luc a évoqué, Armel, tu permets, Luc a évoqué l'état des routes. Il y a aussi la défaillance des feux tricolores à certains niveaux. Il y en a qui ne s'allument pas, ça fait déjà... c'est un côté pour 4 roues, c'est un côté qui s'allume, parfois on est obligé de se rentrer dedans. Des panneaux de signalisation quasi inexistants à des endroits, des lampadaires à certains endroits aussi qui ne s'allument pas. Que nos amis cassent le week-end. Ah oui, bon. oui, ils renversent, mais on ne remplace pas. Vous pensez quoi de cette situation? Et la responsabilité, elle incombe à qui? La gestion des feux tricolores, en tout cas des équipements routiers et urbains, elle incombe aux communes. Très bien. Incombe aux communes, notamment conformément aux dispositions de la loi de 2019 sur la décentralisation. Donc, avant, c'était la DST de la mairie, quand il y avait une seule mairie à Lomé qui gérait tout cela. Bon, maintenant que nous avons plusieurs communes, il faut maintenant voir comment avoir une signalisation pour qu'on puisse vraiment bien maintenir ces équipements, ces signalisations verticales comme horizontales, et pouvoir éviter le dysfonctionnement. Bon, des fois, c'est les coupures électriques aussi qui... Oui, mais quand c'est des coupures, on comprend. En service. Donc, je pense qu'il y a également de la responsabilité également des usagers de la route de pouvoir signaler aux mairies concernées. Bon, des fois, on n'est pas censé forcément savoir que tel feu ne travaille pas. Donc, si on signale aux services compétents des communes concernées, je pense que les actions pourront être prises pour y remédier. D'accord. Armel? Oui, bon, je vais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport au feu, à l'électrification des routes. Vraiment, j'ai vécu un accident voilà, il n'y a pas trop longtemps. Quand on prend le tronçon à Tikoumé jusqu'à Djidegomé, la nuit, c'est vraiment très compliqué à conduire parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Quand les voitures viennent en face, c'est vraiment compliqué. Là, le tronçon... La voie est finie depuis, voilà. Le tronçon se situe entre plusieurs communes. Comment est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la société qui est en charge? Bon, la question est posée. Maintenant, l'autre question, c'est à quand le permis obligatoire pour les motos? Tous les motos, pas seulement pour les sociétés et le retrait de points. Permis à points, le permis obligatoire pour les motos. Et maintenant, une autre façon d'acquérir les permis. Parce que sous d'autres cieux, un permis de conduire, c'est une pièce qui est très, très, très difficile à acquérir. Parce qu'on sous-entend que
Dès que vous l'avez, vous êtes capable de vous contrôler, de ne pas mettre non seulement votre vie en danger, mais celle des autres. celle des autres. Très bien. Donc c'est très, très rigoureux. Vous pouvez le passer 2, 3, 4 fois, on ne le donne pas à la légère. Maintenant, à quand ces mesures au Togo? Parce que on a l'impression que... bon, voilà. Bon, déjà pour le tronçon dont il a parlé, je pense que les travaux sont en cours. Bon, puisqu'il y a les travaux de l'électrification aussi qui sont en cours. C'est bon que très bientôt, ils vont mettre en service. Ils vont le mettre en service. Oui. Également, cela vient aussi corroborer notre exhortation de rouler vraiment à une vitesse modérée. Voilà. Normalement, en agglomération, c'est 50 km à l'heure maximum. Oui. Je pense que très bientôt, l'arrêté sera pris pour préciser les vitesses maximales en agglomération et à la campagne aussi. Concernant les permis moto, depuis 2018, on avait quand même commencé une série de formations grandeur nature pour permettre aux usagers des 2 et 3 roues à avoir leur permis. Déjà, à ce jour, on a eu plus de 10 000 personnes qui ont quand même eu le permis. C'est quand même encourageant. C'est vrai qu'il y a beaucoup, plus de 100 000 personnes qui se sont aussi inscrites sur la liste. Donc, on est en train de nous activer pour rechercher le financement afin de pouvoir continuer les formations. Je pense qu'une fois que ces formations auront été délivrées, on pourra passer maintenant. Parce que ceux qui sont inscrits et qui sont en attente se plaignent, là. Oui, bon, là, je pense que très bientôt, on va recommencer. Donc, donc vous nous rassurez que ce n'était pas une arnaque? Non, on avait formé plus de 7 000 personnes avant la Covid. Oui. Donc, cette année, nous avons organisé les examens pour ces 7 000 personnes pour qu'ils puissent avoir leur permis. Et donc, une fois qu'on aura évacué cela, je pense qu'on pourra former d'autres pour qu'ils puissent également avoir le permis. Bon, pour la question concernant l'acquisition du permis. Oui. Voilà. Depuis 2015, nous avons revu le format même de l'examen. Voilà. Maintenant, l'examen se déroule en 2 phases. Il y a une phase théorique avec anonymat et une phase pratique. Bon, au niveau de la phase pratique, on ne peut pas avoir d'anonymat parce qu'il y a l'examen qui est là avec le candidat. Bon, mais au niveau de la phase théorique, on corrige sans connaître qui est derrière. Voilà. Et ce n'est qu'une fois, avec les codes barres, une fois qu'on finit la correction, on retrouve les noms des candidats pour pouvoir proclamer les résultats. Donc je pense que, en tout cas, il incombe à tout le monde, à chacun, de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour éviter, en tout cas, ou minimiser les risques d'accident possibles. Il y en a, que je prends un exemple palpable, les feux tricolores. Tout le monde sait, même celui qui vient du village, il sait que quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Vous allez voir, même des fois, même des hauts cadres même. Oui. Nous voyons les feux rouges, mais on accélère. Nous accélérons. Donc c'est pour vraiment rappeler. Bon, puis on se dit qu'il n'y a rien. Mais des fois, c'est quand tu ne t'arrêtes pas, l'autre aussi pense qu'il n'y a rien. Il y a collision. Donc je pense que tout le monde doit vraiment prendre ça sur lui, de pouvoir respecter les règles de circulation. Très bien. Une dernière, Armel. Oui. Quelle solution apportez-vous aux candidats qui attendent des mois pour passer leur permis? Quand on sait que, bon, Lomé, c'est grand Lomé maintenant. Pourquoi ne pas délocaliser un peu, avoir plein de, peut-être 3 ou 4 centres à Lomé, au lieu d'avoir un seul centre qui concentre tout cela et que les délais d'attente est de 2 à 3 mois? Et puis, pourquoi est-ce que, par exemple, le test, sous dossier, c'est comme ça que ça se passe, hein, le test est anonyme, écrit. Ça se fait en ligne. Chacun s'inscrit avec le code barre, comme vous le dites. Faire le test en ligne, avoir le résultat en ligne. Et maintenant, être juste en présentiel pour le pratique. Ça pourrait aussi désengorger un peu. Vous y pensez ou pas? Bon, tout dépend il faut quand même qu'on voit les contours, voilà, parce qu'en ligne, c'est bon. Bon, il faut aussi s'assurer que... Celui qui compose. Voilà, il n'y a pas quelqu'un... Parce qu'il y a aussi un danger à ce niveau. Donc, pour le moment, c'est vraiment un test avec une surveillance quand même qui est là, pour s'assurer que le candidat, c'est le bon candidat. Puis on vérifie l'identité aussi, avant de lui permettre l'accès à la salle des examens. Il y a une surveillance aussi qui est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de triche voilà, auprès d'autres candidats. Donc je pense que c'est vraiment les mesures aussi que nous prenons. Très bien. Très bien. Voilà, par rapport
Bon, actuellement, à Lomé, on n'a pas forcément un souci d'effectifs. Okay. Chaque mois, nous organisons des examens chaque mois, des fois même 2 fois dans le mois. Il suffit que les candidats s'inscrivent, voilà, pour que quand nous, on puisse les examiner. Mais qu'est-ce que explique ce délai d'attente qui peut aller jusqu'à 2 mois? Bon, en tout cas, je ne suis pas quand même informé d'un délai d'attente. Puisque, en fait, quand l'apprenant vient, il va dans une autre école agréée pour se faire former. Donc, il y a un temps, la formation prend un temps. Oui. Et après ça, il faut l'inscrire et nous, on les examine. Donc, une fois qu'ils s'inscrivent, nous, on les examine. Des fois, on a 2000 candidats, 3000, jusqu'à 5000 candidats. Nous les examinons sans souci. Bon, à l'intérieur du pays, on regarde les effectifs. Nous faisons des examens. Bon, je prends le cas de Balimé à Topane, par exemple. On fait les examens. On fait les examens une fois par semestre. C'est dû au fait que les effectifs ne sont pas aussi élevés. Donc, ainsi qu'à l'intérieur, ce codé d'apprendre. Bon, Kara, la fréquence est une fois tous les 2 mois, pratiquement. Parce que là-bas, c'est une grande ville aussi. Donc, je pense que... Pourquoi faut-il attendre 2-3 mois pour obtenir son permis? Pour se le faire établir, je veux dire. Établir, c'est-à-dire... le permis, après le provisoire. Après, on attend 2 mois, 3 mois avant de pour l'avoir. Oui, bon, en principe, quand vous obtenez votre permis provisoire, c'est 6 mois après quand vous délivre le permis définitif. Voilà, c'est aussi un temps d'observation pour voir si vous n'allez pas commettre des infractions dans la circulation. En temps, on a fait un effort pour réduire ce délai à 4 mois. Actuellement, c'est 4 mois. Quand vous prenez les provisoires, vous allez voir qu'on donne un délai de 4 mois. Et également pour permettre à ce que les gens puissent avoir facilement leur permis, se faire délivrer facilement leur permis de conduire. Donc, nous passons par les postes. Imaginez quelqu'un qui habite Vaughan ou bien KV ou bien... Donc, en s'inscrivant, il précise la poste la plus proche. Et donc, quand nous lui envoyez, permis, on envoie ça à la poste la plus proche. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Tayoudine Derman, je rappelle, vous êtes le directeur des transports routiers et ferroviaires. On arrive au terme de cette émission et par quel message vous aimeriez bien conclure cet entretien? Bon, mot de la fin, c'est vraiment une exhortation à tous les usagers de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, automobilistes, chauffeurs de poids lourds comme de bus, au respect des règles de la circulation routière, afin de préserver leur vie et la vie de nos concitoyens. C'est le message que j'ai à l'endroit de tous les usagers de la route. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ça a été vraiment très enrichissant. Merci encore une fois. Les gars, merci. Luc, Armel et notre très cher ami Raphaël Misséou. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés sur ce plateau et merci aussi à l'ensemble de l'équipe technique et de la production. Merci à vous, chers amis. Voilà, le rendez-vous, vous le connaissez, dimanche prochain sur la télévision togolaise après le journal de 20h. Merci encore une fois. Très bonne soirée à tous.